20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous. Voici tout de suite les titres de cette édition. Rencontre entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Ce samedi, aucun consensus n'a été trouvé entre les deux parties et ce malgré les nombreuses propositions de l'État du Sénégal. Des propositions financières qui n'auront donc pas convaincu les enseignants en grève. Les détails sur cette énième négociation ratée en début de journal. L'actualité de ce samedi marquée par cette poussière toujours présente au Sénégal, mais également par cette alerte de l'ANACIM qui annonce l'arrivée d'une houle dangereuse du secteur nord-ouest pouvant atteindre 2,50 m. Des perturbations météorologiques qui devraient démarrer demain soir. Les détails dans ce journal. Inauguration du Stade du Sénégal à moins de 72 heures de l'événement. Le comité d'organisation assure que tout est prêt pour accueillir les chefs d'État ainsi que le président de la FIFA. Ce samedi, les membres du comité ont fait face à la presse. Leur réaction dans cette édition. Plus que quelques heures avant le combat de lutte qui va opposer le lutteur Gouigui à Reug, un combat entre deux lutteurs aguerris dont l'issue reste incertaine tant les deux lutteurs ont des arguments à faire valoir. Dans la page des sports, zoom sur cette grande affiche pour les amateurs de lutte sénégalaise. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous, le développement c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Fin de la rencontre entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Ce samedi, pas de consensus sur les 90 milliards proposés par l'État du Sénégal. La grève continue donc. Les syndicats vont informer leur base sur l'échec de cette énième rencontre. Jeudi, le gouvernement et les syndicats d'enseignants vont se rencontrer à nouveau. Voilà une information sur laquelle nous reviendrons dans nos prochaines éditions avec plus de détails. Miser sur l'éducation pour lutter contre l'extrémisme religieux. Ce samedi, le comité d'organisation de la 142e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye s'est réuni pour débattre sur le rôle de l'éducation pour faire face au radicalisme et au terrorisme. Pour le coordonnateur de l'appel de Seydina Limamoulaye, il revient aux confréries religieuses de mettre l'accent sur la sensibilisation et sur l'éducation de la nouvelle génération. Seydina Issa Laye Thiaw est au micro de Chérif Diop. Je vous propose de l'écouter. Est le meilleur moyen de lutter contre l'extrémisme. Elle garantit ce que j'appelle la sécurité intérieure des enfants pour qu'ils puissent échapper au lavage des cerveaux. Ici au Sénégal, les confréries religieuses l'ont bien réussi. C'est pourquoi je considère tous ceux qui tentent de diviser ces confréries comme étant des ennemis du Sénégal. Un pays qui est sauvé jusque-là par sa cohésion sociale. Donc nous avons intérêt à sauvegarder cet héritage des fondateurs des confréries pour ne pas subir le même sort que les autres pays de la sous-région qui sont sous tension permanente. Il est aussi temps de trouver des solutions aux préoccupations des jeunes qui sont majoritaires dans ce pays. Ces jeunes-là jouent un grand rôle. Donc, il faut les écouter. Un atelier de réflexion qui intervient à 2 semaines de la 142e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye, très attendu par la confrérie layène. L'événement se tiendra les 4 et 5 mars prochains. Parlons de la météo, je vous le disais en titre. Depuis 2 jours, le climat n'est pas des meilleurs au Sénégal avec l'arrivée d'une vague de poussière sur l'étendue du territoire. Et la situation n'est pas prête de s'améliorer, en tout cas pas dans les prochaines heures, puisque l'ANACIM a lancé une alerte ce samedi. Dans un bulletin météorologique spécial, l'Agence nationale de l'aviation civile a annoncé l'arrivée d'une houle dangereuse du secteur nord-ouest pouvant atteindre 2,50 m sur la Grande Côte, Dakar, sur la Petite Côte et au large de la Casamance. D'après l'ANACIM, ces perturbations vont démarrer demain dimanche 20 février à 22 h et devraient prendre fin mardi matin.
À Saint-Louis, les pêcheurs ont manifesté ce samedi pour dénoncer la destruction de leur matériel par des bateaux industriels étrangers. Pour les pêcheurs sénégalais, les autorités se doivent d'agir pour défendre leurs intérêts qui, selon eux, sont trop régulièrement menacés. Face à la presse, ils ont menacé de durcir le ton si rien n'est fait pour les accompagner. Leur réaction dans ce reportage de nos correspondants à Saint-Louis, Ousseynou Diop et Habib Sek. Les pêcheurs du quartier Gourmac de Saint-Louis se sont mobilisés devant le quai de pêche. Ils ont sonné l'alerte en arborant des brassards rouges pour dénoncer l'attitude des responsables des bateaux étrangers qui, selon eux, détruisent chaque jour leur matériel de pêche. Les bateaux étrangers viennent dans nos zones pour pêcher. C'est pourquoi chaque jour, ils emportent tout le matériel de pêche des pêcheurs qui coûtent plusieurs millions de francs CFA. Ces professionnels de la mer ne peuvent plus supporter cette situation qui dure depuis des mois. Ils interpellent les autorités sénégalaises pour le règlement définitif de ce problème. Nous ne pouvons plus compter les bateaux étrangers qui pêchent dans nos eaux. Ils sont nombreux, c'est pourquoi personne ne peut les contrôler. Nous ne voulons pas de financement, nous voulons que le président Macky Sall nous protège, nous les jeunes Sénégalais. Nous voulons également qu'il protège notre matériel de pêche. Les femmes transformatrices de la langue des Braves de Saint-Louis ont aussi apporté leur soutien aux pêcheurs de Gokhombac. Selon Seynabou Fall, le poisson se fait de plus en plus rare dans la ville à cause de ces bateaux. Le poisson se fait rare à Saint-Louis. Même le caisson de la sardinelle qui coûtait 2 000 francs CFA coûte aujourd'hui plus de 50 000 francs CFA. Et cela à cause des bateaux étrangers. Les pêcheurs ont promis de descendre prochainement dans les rues si la situation perdure. Ils interpellent les autorités sénégalaises et exigent l'intervention du président de la République. Et puis, élection à la Chambre des métiers à Hambourg. Les menuisiers dénoncent l'organisation du scrutin et parlent d'un fichier électoral qui comporte de nombreuses incohérences avec, par exemple, l'inscription de chauffeurs et de femmes de ménage. En assemblée générale, ils ont énuméré les difficultés qu'ils rencontrent quotidiennement dans l'exercice de leur métier. Biran Gaye est membre de l'association des menuisiers de la Petite Côte. Il est au micro de notre correspondant Abdourahmane Diallo. Avant l'indépendance, que l'artisanat est laissé en rate. Ce n'est pas juste la menuiserie. Mais la menuiserie, c'est un secteur que tout le monde parle d'emploi des jeunes. La menuiserie peut générer plus de 10 000 emplois de jeunes. Mais il faut que les jeunes, on leur donne l'amour et la compétence de pouvoir faire ce métier. Bientôt, on a aussi les votes des élections des présidents de chambre de métiers. Mais on aimerait bien que ça, qu'on le revoie. Parce qu'il y a des chauffeurs dans les listes électorales. Il y a des femmes de ménage dans les listes électorales. Ça, eux ne sont pas les artisans qui doivent aller voter. Il faut que les choses aussi, qu'on les met au sérieux pour qu'ils puissent avancer. L'artisanat, il faut le laisser avec les artisans. Il faut aller demander les artisans quel est leur problème. De quoi il s'agit? Ce pays-là ne peut pas avancer sans les artisans. Sans nous, il n'y a rien qui compte ici. La commande publique, ça c'est le marché le plus potentiel qu'un menuisier pouvait compter là-dessus, mais on ne le sait pas. Ici, sur la Petite Côte, il n'y a personne qui a une fois travaillé pour l'État. Donc cela veut dire que nous, on n'est rien, on ne compte pas. Si on pouvait avoir le marché le plus potentiel de ce pays, qui est l'État. Agriculture à présent, avec ses craintes des producteurs de riz du bassin de l'Anambé dans le sud du pays. Ces agriculteurs sont soucieux de ne pas pouvoir cultiver le riz de contre-saison et ce à cause des méventes de la dernière saison. Au micro de notre correspondant Abdoulaye Diallo, ces producteurs de riz ont demandé l'aide du ministre de l'Agriculture. Leur réaction dans ce reportage. La culture du riz de contre-saison est compromise dans le bassin de l'Anambé, où les producteurs de la FEPROBA rencontrent des difficultés. La contre-saison n'a pas démarré parce qu'on n'a pas de moyens et on n'a pas vendu, rien n'est fait. Donc, contre-saison, ça n'a pas démarré. En tout cas, là où je te parle aujourd'hui, jeudi, la contre-saison n'a pas démarré. Mais normalement, ça devait démarrer quand? Ça devait démarrer le mois là. Le mois là, normalement, on devait semer. Mais jusqu'à présent, zéro, rien. Vous n'avez pas semé, pourquoi? On n'a pas de moyens. Le paiement, il n'y en a pas. Le riz qu'on a ici, personne n'a payé. La mévente de leur production de riz de l'hivernage passé est une de leurs difficultés. Vraiment qu'on fasse un ligne au niveau du bassin d'Anambé pour que les gens puissent vendre le riz. Parce que sans la ligne de collecte de riz, ça amène des problèmes. Les gens vont avoir la production, alors ils n'arrivent pas à vendre. Ah, le problème d'écoulement. Le problème d'écoulement. Donc, de telle sorte qu'il faut qu'on nous mette en ligne
Certes, on avait mis une ligne que les gens n'ont pas respectée, mais je voudrais que DER ou bien Sodagri ou bien l'État ou bien le ministre nous aide à avoir une ligne adéquate. La DER les avait accordé des prêts financiers, mais il y en a parmi eux qui n'ont pas vu la couleur de cet argent. Les 650 millions qu'on a octroyés au FEPROBA, le paysan de Bassin d'Anambé n'a pas en bénéficié parce que certes on a amené l'argent, mais nous on n'est pas en bénéficié, ça ne va pas du tout. De telle sorte que l'argent qui a été mis par DER n'a pas servi la population de Bassin d'Anambé. Du matériel agricole adéquat à leur pratique culturelle, ils en veulent également. La campagne de Bassin d'Anambé, on n'a pas de matériel adéquat. On n'a pas de matériel performant qui va nous faire de bonnes campagnes pour qu'on puisse générer de bons rendements, pour qu'on puisse régler nos problèmes. Il lance un appel au ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural et au président de la République afin que leurs doléances soient satisfaites. De remise de la médaille d'honneur de la gendarmerie nationale, connu depuis plusieurs années pour être un policier incorruptible, l'agent Mohamedou Diouf a finalement été décoré. Le directeur général de la police nationale, l'inspecteur Seydou Bokariag, ainsi que le commandant de la compagnie de la circulation ont également reçu la médaille d'honneur de la gendarmerie. Je vous propose d'écouter à ce propos le haut commandant de la gendarmerie nationale, le commandant Moussa Fall. Monsieur le directeur général de la police nationale, lieutenant de police El Hadj Malick Niang, brigadier de police Mohamedou Amoul-Yakar Diouf, en vous élevant à la médaille d'honneur de la gendarmerie, l'institution vous cite comme des modèles devant nos jeunes générations pour votre esprit républicain, pour votre sens du devoir et des responsabilités, mais surtout pour votre engagement volontaire et désintéressé au service de l'État et de nos concitoyens. Votre sacrifice quotidien et inlassable au service de la République force le respect. Il restitue une confiance fortement entamée. Il voile tous les clichés qui ont longtemps dénaturé la belle image de nos forces de sécurité. Soyez une belle inspiration pour nos cadres. Et puis je vous le disais à l'entame de ce journal, fin de la rencontre ce samedi entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. À l'issue de cette rencontre, aucun consensus n'a été trouvé entre les deux parties. À ce propos, je vous propose d'écouter le ministre du budget. Il est au micro de la rédaction et il revient sur les propositions qui ont été faites par le gouvernement. La séquence budgétaire, c'est plus de 10 milliards 205 millions exactement. Une autre indemnité aussi a été proposée en augmentation, c'est l'indemnité de contrôle et d'encadrement qui va augmenter de 100%. Elle passera de 150 000 à 300 000. Et donc l'impact budgétaire sur 2 ans, 702 millions et 745 millions, un peu plus de 1 milliard 448 millions exactement. Bien évidemment, à ces mesures vient s'ajouter donc la défiscalisation que nous avons proposée de l'indemnité de logement qui est de 100 000 francs portée par ces mesures qui sont proposées dans le cadre de l'amélioration. Et veuillez nous excuser pour ce problème avec cet élément qui vient tout juste d'arriver et que nous avons donc eu un petit peu de mal à traiter. Nous y reviendrons ultérieurement. On passe à la réaction du syndicat des enseignants qui juge insatisfaisant les propositions qui ont été émises ce samedi par le gouvernement. Je vous propose d'écouter le porte-parole du jour, Abdoulaye Ndoye. Il est au micro de Cher Diop. Le gouvernement a fait des propositions. La première proposition, c'est par rapport à la défiscalisation de l'indemnité de logement. Nous n'avons jamais demandé la défiscalisation. Conformément aux résultats de l'étude sur le système de rémunération des agents de l'État, réalisée par le cabinet MGP Afrique, qui a révélé des inéquités et des injustices, nous avons demandé la modulation de l'indemnité de logement
et le paiement de cette indemnité en tenant compte des hiérarchies pour corriger les inéquités et les injustices. Mais nous n'avons jamais demandé de défiscalisation. Le deuxième point d'achoppement, c'est le point indiciaire. On l'avait porté à 10% lors de la réunion restreinte entre la direction de la solde et les organisations syndicales les plus représentatives, mais aujourd'hui, ils l'ont ramené à 5%. Ça également, c'est pas possible. Il y a également l'indemnité d'enseignement qui a été portée lors de la commission. On l'avait portée à 70% d'augmentation. Aujourd'hui, on nous parle de 60%. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il y a des problèmes au niveau des chiffres. Et c'est pourquoi nous avons dit au gouvernement, il faut que le gouvernement aille revoir également. Parce que ça, c'est des préoccupations fortes. Parce qu'aujourd'hui, le segment du moyen secondaire s'est battu pour la correction des inéquités et des disparités, mais pour la revalorisation de la fonction enseignante. Et donc d'après les syndicats d'enseignement, comme vous venez de l'entendre, il y a une mésentente sur les chiffres qui ont été annoncés par le gouvernement ce samedi. Jeudi, le gouvernement et les syndicats d'enseignants vont se rencontrer à nouveau pour, nous l'espérons, enfin une sortie de crise pour le secteur de l'éducation. Installation officielle des maires de Mbam et de Tataguine, deux communes situées dans la région de Fatick et qui rencontrent les mêmes difficultés pour bénéficier d'un approvisionnement durable en eau potable. Pour les maires de ces localités, l'accès à l'eau potable est l'une des promesses qu'ils ont formulées aux populations lors de leur campagne. Retour sur tout ça avec Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey. D'abord, dans la commune de Tataguine, plus de 60% des populations accèdent encore difficilement à l'eau. C'est le nouveau maire de cette localité située dans le département de Fatick qui l'a dit lors de son installation officielle dans ses fonctions. Ibou Ndiaye veut à tout prix régler ce problème. Tataguine aujourd'hui, le point sur lequel on va d'abord essayer de s'appesantir pour soulager les populations, c'est l'accès à l'eau potable. Il y a pas mal de villages ou pas mal de concessions qui n'ont pas l'accès à l'eau potable. 75% de la population de Tataguine n'avait pas l'accès à l'eau. Autre localité, même problème. Nous sommes à Mbam, dans le département de Foundiougne. Un manque d'eau terrible y sévit depuis plus de 5 ans. La solution à ce désagrément est un sacerdoce pour le maire élu. Si j'ai fait de la politique aujourd'hui, c'est à cause de l'eau. Mon principal combat va reposer sur l'eau et uniquement sur l'eau. Il y en a quand même peut-être qu'on puisse dérouler, mais en tout cas, quel que soit Alpha, on mettra les moyens qu'il faut, on mettra les relations qu'il faut pour qu'au moins cette population-là qui a besoin d'eau puisse être satisfaite de cette eau-là. On a quand même commencé à démarcher l'OFOR. L'OFOR nous a expliqué où est-ce qu'il en est. Dans cette commune de Mbam, il y a aussi des priorités dans le domaine de la santé. Mbam a un poste de santé et Dieu merci, nous l'avons équipé en ambulance, c'est qui a quand même soulagé quand même la bonne marche de la structure. Mais on ne va pas s'en limiter là. Aujourd'hui, j'ai dit, il nous faut dans chaque village une case de santé. La santé de proximité, elle est utile et on ne peut pas le faire tant que les populations feront 7 km, 10 km pour allier le poste de santé qui est en Mbam. À Tataguine, le nouveau maire prône un renforcement des ressources humaines dans les structures sanitaires de la commune et ses environs. Mais dans l'arrondissement de Tataguine, qui est composé de la commune de Tataguine, la commune de Djouroup et de la commune de Diarra, il n'y a même pas un seul médecin dans cet arrondissement-là. Et je pense bien qu'il faut qu'on travaille à quand même relever le plateau technique de Tataguine. Il y a où il y a des maternités, essayer de même faire le maximum pour que quand même pour les femmes enceintes là, pour les accouchements, alléger ces tâches-là, les accouchements. Ibou Ndiaye et Ngordion sont tous les deux à leur premier mandat de maire, l'un à Tataguine et l'autre à Mbam. Ils ont les mêmes motivations, améliorer les conditions de vie de leurs administrés. Et puis, toujours avec les élections locales, le parti Les Démocrates Réformateurs Yessal est le seul allié du président qui a gagné sa commune et son conseil départemental. Ses militants se félicitent de ces résultats et se projettent déjà vers les prochaines élections législatives. Mohamedou Ndiaye est membre du parti LDR Yessal. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Pape Faraning. Le président Moutiani Fada fait partie des seuls leaders, en tout cas, qui a gagné son département et sa commune. C'est l'occasion pour nous, membres du comité directeur, de féliciter très chaleureusement le président de notre parti, Mohamedou Ndiaye Fada, pour l'écrasante victoire, j'allais dire, pour le plébiscite obtenu au niveau du département de Kébémer et particulièrement dans la commune de Darou Moussi. Malgré toutes les contingences, Darou Moussi est resté fidèle au président Mohamedou Ndiaye Fada. Monsieur le Président, recevez toutes les félicitations de vos militants, de vos responsables. Et aujourd'hui, nous pouvons dire avec fierté que notre président est
un allié sûr, comme il a toujours dit, mais un allié non seulement sûr, mais aussi un allié qui rassure, parce qu'il gagne dans sa localité, tant que dans le départemental que niveau. Et c'est parti pour la page des sports avec l'inauguration du stade olympique de Diamniadio, le stade du Sénégal. La cérémonie se tiendra mardi prochain en présence de plusieurs chefs d'État et du président de la FIFA. Selon le comité d'organisation, tout est prêt pour une inauguration réussie. En conférence de presse ce matin, ils sont revenus sur l'organisation de l'événement qui se tiendra dans moins de 72 heures. Mamadou Ndiaye et Mohamed Dian. 5 chefs d'État au minimum seront présents à l'inauguration du stade du Sénégal de Diamniadio le 22 février prochain. Le président de l'Allemagne qui sera là. Nous avons le président du Rwanda, le président de la Turquie, président Erdogan. Nous aurons aussi la présence du président Ballo de la Guinée-Bissau, le président Barreau de la Gambie. Le stade du Sénégal, un bijou de dernière génération avec une capacité de 50 000 places, construit à un temps record de 17 mois avec un budget de 153 milliards de francs CFA. Le stade est construit sur un vide sanitaire. Cela veut dire que le stade, la dalle qui supporte le stade ne touche pas le sol. Le stade également, un aspect important, c'est qu'au-delà de l'électricité, nous avons un parc solaire avec 5000 panneaux qui couvrent le parking extérieur d'une capacité de 2 MW. Nous avons également réalisé des stations d'épuration pour le traitement des eaux usées qui prend en charge non seulement le stade, mais également les sphères ministérielles et l'université. Ces steps auront également pour vocation de faire en sorte que les eaux traitées puissent servir à l'arrosage des pelouses et à l'entretien des espaces verts. Une cérémonie culturelle et sportive avec la présence du président de la CAF et de la FIFA. Un match de gala est prévu entre les anciens internationaux africains et sénégalais. Pour parler que du sport et laisser la partie culturelle au ministre Youssou Ndour ou bien son représentant, je voudrais vous dire que l'aspect le plus important, c'est l'ouverture du stade des portes qui se fera en tout cas vers les coups de 11 heures, pour permettre à tous les Sénégalais d'accéder facilement avec les cartes qui seront distribuées. Une occasion aussi de présenter le trophée continental au public sénégalais par le président de la République. Ce sacre-là est un sacre pour l'ensemble des Sénégalais et l'occasion sera la bonne pour pouvoir présenter encore une fois ce trophée. 40 000 personnes seront autorisées à cette fête. Toutes les dispositions sont prises. Le train express régional sera aussi mis à la disposition des citoyens pour allier Diamniadio le jour J. Et puis, 26e journée de la Première Ligue en Angleterre. Sadio Mané soigne son retour à Anfield avec une magnifique réalisation sur une reprise de volée acrobatique lors de la victoire de Liverpool face à Norwich sur le score de 3-1. L'international sénégalais, tout récemment champion d'Afrique, avait refusé que son club fête son score pour ne pas frustrer son coéquipier Mohamed Salah, buteur également cet après-midi. Une preuve d'humilité qui n'aura en tout cas pas freiné ses qualités de joueur. Au contraire, comme il l'a prouvé ce samedi. Parlons à présent de ce projet initié par les écoles Pi de l'Afrique de l'Ouest, une association chrétienne qui travaille sur l'éducation des jeunes issus de milieux défavorisés. Pour accompagner les jeunes de plusieurs quartiers, une journée de football solidaire a été organisée ce samedi. Guy Kadjibou Mendy est le responsable des écoles Pi de l'Afrique de l'Ouest. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Pape Faraning. Qui apparemment n'est pas en place. On essaiera d'y revenir avant la fin de cette édition. Je vous le disais, en titre, plus que quelques heures avant le combat de lutte qui va opposer le lutteur Guigui à Reug, un combat entre deux lutteurs aguerris dont l'issue reste incertaine tant les deux lutteurs ont des arguments à faire valoir. Zoom sur cette grande affiche pour les amateurs de lutte, c'est avec Cher Sadibou Diarra. À l'arène nationale à Pékin ce dimanche, le combat Guigui-Reug réunit tout pour être explosif. C'est un derby de la banlieue entre deux quartiers populaires, Guédiawaye et Thiaroye. C'est aussi l'expérience à l'épreuve de la jeunesse. Guigui, de l'école de lutte Mor Fadam à Guédiawaye, c'est déjà 16 ans de carrière avec 15 victoires et 7 défaites.
au palmarès. Alors que Reug Reug de l'écurie de Thiaroye, c'est 10 ans de carrière dans la lutte avec frappe, marquée par une invincibilité, 13 victoires et 200 verdicts. Une invulnérabilité, un des principaux enjeux du duel entre deux lutteurs sûrs de leur force. Manquant jamais de se lancer des pics lors de leur face-à-face, Gouye Gui et Reug Reug sont surmotivés à remporter la victoire. Pour donner également du plaisir au nombreux public attendu à l'arène nationale, les deux lutteurs ont sorti des nouvelles chorégraphies. Toutefois, ils sont tenus de respecter les nouvelles mesures prises par le Comité national de gestion de la lutte pour éviter les fins tardives des galas. 16h45, c'est l'heure d'arrivée fixée à Reug Reug, alors que Gouye Gui est attendu à 17h. Un timing à respecter, de même que les 15 minutes de préparation mystique, avec au maximum 15 bouteilles. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité. Je vous souhaite de passer un excellent samedi soir en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.